Bonjour, bienvenue à vous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Virtuel SMAP, une édition qui se veut 100% digitale. Fidèle à son habitude, le SMAP organise un cycle de conférences débats avec des notaires pour traiter des thématiques qui concernent tous les Marocains d'ici et d'ailleurs. Ces conférences sont tenues au siège de la FNPI, Fédération nationale des promoteurs immobiliers, qui est un partenaire de ce salon. J'ai donc le plaisir d'accueillir avec nous Maître Majida Ktani, notaire à Fès, Maître Abdelmejid Bargash, notaire à Rabat, Maître Mohamed Amin Bennis, notaire à Tanger, et Maître Kautar Hadjiwi, notaire à Casablanca. Pour cette première thématique, nous allons nous adresser à Maître Abdelmejid Bargash pour traiter la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement, qui crée un tollé incroyable auprès de tous les acquéreurs. Donc, nous allons voir le contrat de réservation, les étapes de la VFA, le droit de rétractation et bien sûr toutes les garanties qui lient la VFA. Maître Bargash, à vous la parole. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être parmi vous. Il est clair que cette édition virtuelle du SMAP est là à cause de cette pandémie sanitaire qui plane un peu sur le monde depuis mars 2020. Aujourd'hui, on va aborder un certain nombre de thématiques, mais on va commencer d'abord par la vente en état futur d'achèvement, puisque dans un salon immobilier, ce qui intéresse les visiteurs aujourd'hui, les internautes, les visiteurs virtuels, si j'ose dire, c'est les ventes sur plan, ou ce qu'on appelle la vente en état futur d'achèvement. Cette technique de vente, c'est une technique à géométrie variable. C'est vrai que c'est une thématique, on venait de le dire, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu des articles, des émissions radio, des émissions télé, il y a eu des manifestations ici et ailleurs à cause de certaines pratiques à la limite du correct, venant de la part de certains promoteurs. Je ne parle pas de l'ensemble des promoteurs parce que il y a des entrepreneurs qui gèrent des entreprises citoyennes et donc qui essaient de faire un excellent travail et préparer à la vente un produit de qualité. Mais malheureusement, comme ce n'est pas une profession réglementée, il y a des personnes véreuses et on a eu l'année dernière, les années précédentes, quelques cas d'arnaque qui n'avaient rien à voir en fait avec un commerce illicite, le but étant tout simplement d'arnaquer les gens. Cette parenthèse étant fermée, étant notaire, étant professionnel de droit, étant expert de la matière, ce qui intéresserait les internautes, c'est de savoir, d'avoir encore une présentation sur la vente en état, parce que je pense qu'on ne dira pas assez et on ne conseillera pas assez sur la vente en état futur, parce que c'est l'entrée sur le marché et la connaissance des règles ou les 10 commandements de la vente en état futur d'achèvement, leur connaissance est extrêmement importante pour pouvoir aborder l'acquisition dans des conditions de sécurité et de transparence. Maintenant, il est clair, ce qu'on va me demander, c'est de vous parler du droit, ce que a prévu le législateur pour sécuriser les uns et les autres. Maintenant, ne me demandez pas de vous parler de la pratique parce que entre la pratique et la théorie, il y a toujours des heures de vol. Comme je disais, la VFA, c'est quand même une technique de commercialisation, c'est une technique de financement par excellence. Il a des avantages, il a des bienfaits, certains, pour le promoteur et pour le client. Pour le promoteur, d'abord, il a un business plan, c'est un businessman comme n'importe quel businessman. Et donc, il s'engage dans une aventure, il faut bien qu'il y ait des ressources. La première des ressources, c'est ses fonds propres. Ensuite, il va prendre des crédits bancaires. Mais le plus gros pourrait venir effectivement des avances clients, qui est une source de financement substantielle pour les promoteurs immobiliers. Et c'est pour cela que la confiance est très importante. Pourquoi elle est importante? Parce que celui qui achète, il achète un bien qui n'existe pas. Il achète un bien qui est virtuel, comme ce salon. Mais il faut le mettre en confiance. Il faut matérialiser cette confiance. Il faut matérialiser cette confiance. Maintenant, le législateur, justement, il a prévu un menu. Et je disais que pour l'acquéreur est également
la VFA est une excellente chose, puisque ça va lui permettre d'acheter, certes, un bien virtuel, mais il y a toute une documentation juridique qui doit accompagner, urbanistique, qui doit accompagner l'opération de vente, que ce soit dans sa phase préliminaire, toute préliminaire du contrat de réservation ou du contrat préliminaire, une documentation technique. D'abord, la première des choses, et ça c'est le rôle du notaire, quand il a l'opportunité de s'occuper de ce genre d'opération, parce que la plupart du temps, les ventes, les contrats de réservation sont signés dans les bureaux chez les commerciaux du promoteur, et ils ne viennent nous voir qu'à une étape ultérieure. Mais quand ils viennent nous voir, nous, on doit s'assurer effectivement d'un certain nombre de choses. Nous sommes le garant de la qualité de l'information à fournir aux clients, aux consommateurs immobiliers. Parce qu'en fait, cette opération de VFA, il y a plusieurs dispositifs légaux qui se chevauchent. D'accord ? On a la loi 4400 qui a été modifiée, amendée, améliorée par la 107-12. Mais n'oublions pas qu'il y a une loi 3108 sur la protection, instituant des mesures de protection du consommateur, qui, elles aussi, sont des dispositions qui concernent l'opération de vente en état futur d'achèvement. Et j'expliquerai comment il y a cette interférence ou cette interdépendance entre les deux législations. C'est quoi cette opération? C'est quoi la définition de la vente en état futur d'achèvement? La vente en état futur d'achèvement, c'est le contrat par lequel un promoteur, un vendeur va s'engager à édifier, à achever les constructions. Donc pendant tout le processus, il reste propriétaire de son terrain, il est le maître d'ouvrage des travaux de construction, c'est lui qui choisit les entreprises, c'est lui qui choisit son architecte, les bureaux de contrôle, bureaux de qualité, etc. Et à la fin, une fois qu'il a achevé, qu'il a obtenu le permis d'habiter, qu'il va s'engager à vendre à un acheteur qui, lui, de son côté, il va s'engager à payer le prix au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, parce que ça, c'est extrêmement important que l'acheteur et même l'échelonnement financier est donné par le législateur, parce que le contrat de réservation ou le contrat préliminaire, c'est un contrat qui est extrêmement encadré, réglementé par le législateur. Il y a des mentions légales à respecter et le but étant clair, c'est de sécuriser et de donner de la transparence à l'acheteur. D'où l'importance de s'adresser justement à un notaire et ne pas accepter juste les reçus que le promoteur délivre à l'acquéreur. Là, effectivement, vous faites allusion à certaines pratiques effectivement, que je préfère ne pas qualifier, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont hors la loi. J'ai l'audace de le dire. Au-delà de la définition de la VFA, aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Quelle est la force du régime juridique de la VFA? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est facultatif? Est-ce que c'est d'un régime d'ordre public ou chacun peut faire ce qu'il veut? Malheureusement, chacun fait ce qu'il veut. La loi le plus fort impose sa loi au plus faible. Je ne vous dirai pas dans un contrat entre promoteurs et quelle est la partie faible, bien que j'ai l'impression que les circonstances économiques sont en train de changer et l'acquéreur est en train de retrouver sa position, je dirais sa position de noblesse. Parce qu'avant, il suffisait juste de produire du logement pour trouver en face un acheteur. Aujourd'hui, on produit, il y a des stocks, mais l'acheteur n'est pas là. Parce que l'acheteur, il est tout simplement malade, parce qu'il n'est pas en confiance. Il y a un malaise. Et ce malaise fait qu'il vaudrait mieux ne pas faire que de faire, parce que quand on fait, on s'engage dans une aventure dont on ne sait pas dessus. Parce qu'effectivement, il n'y a pas les garanties. Ce n'est pas un contrat où les équilibres fondamentaux sont respectés. Exactement, oui. Donc, par rapport à cette question, quand on scrute l'article 612-2 de la loi 107-12, c'est un régime impératif. Et cette interprétation est d'autant renforcée par
la sanction qui est prévue dans un certain nombre de points. Ok. Notamment le recours à l'acte authentique ou à un acte ayant date certaine rédigé par un professionnel. C'est vrai qu'on attend toujours cette liste. Cette liste n'a jamais vu le jour et je pense que c'est normal puisque aujourd'hui il y a 2500 notaires. Je pense avec les avocats près la Cour de cassation, le marché juridique a ses propres acteurs et que ces acteurs font un excellent travail. Et on n'a pas besoin d'autres professionnels justement pour venir apporter leur contribution. Il est d'autant plus impératif parce que, au-delà de cette question d'authenticité, parce que le défaut, si on ne respecte pas cette forme, l'acte il est nul. On fait un acte sous seing privé, il est nul. C'est vrai que le contrat de réservation peut se faire par acte SSP, mais quand on fait un contrat de réservation, c'est juste pour faire un dépôt de 5% qui reste sur un compte consigné avec un droit de rétractation à l'acheteur pendant les 30 jours. Au-delà, dans les 7 jours, il faut que le promoteur restitue. Ne me posez pas la question est-ce qu'on respecte ou on ne respecte pas, mais moi je vous dis ce que dit la loi. Autre chose pour vous dire que ce régime juridique de la VFA est impératif, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui faire signer un contrat de réservation alors qu'il n'y a pas de permis de construire. Oui. Acheter le terrain, mais d'abord il faut avoir un plan de construction d'ouverture, comme ça on sait ce qu'on va construire sur le terrain. On peut livrer une documentation à l'acheteur. Il peut avoir une idée à travers le cahier de charge, à travers le plan béton armé, à travers une idée sur son bien, comment il va se présenter. Après, il y a toujours un problème entre ce qu'on va promettre et ce qu'on va livrer. C'est une autre question, c'est un autre point de douleur qu'on constate dans la pratique. Il faut dire aussi que dans la VFA a prévu beaucoup de garanties financières d'achèvement, des cautions, etc. Est-ce que les promoteurs respectent ça? Je vais vous poser cette question. Et où le bas blesse? Alors, une distinction importante entre les contrats de réservation et les contrats préliminaires, c'est que dans les contrats de réservation, il y a les mêmes mentions obligatoires qu'un contrat de réservation, qu'un contrat préliminaire, à l'exception de deux choses, la garantie financière d'achèvement et la garantie financière de remboursement des avances. Il est vrai aujourd'hui qu'on attend toujours un décret d'application. Et c'est vrai aujourd'hui, dans un marché d'économie dite libérale, l'État continue à jouer son rôle de régulation. C'est-à-dire entre acheteurs et vendeurs, il y a des intérêts en présence, il faut bien que quelqu'un puisse mettre le curseur quelque part. Alors on va chercher un équilibre, et c'est l'État qui est responsable de cet équilibre. Aujourd'hui, pour que la machine puisse bien tourner, il faut absolument que ces textes sortent. Parce que j'en m'engage dans une opération d'acquisition, je vais faire des avances, certes en fonction de l'état d'avancement des travaux, mais c'est quoi ma garantie, ma certitude, moi, consommateur, que demain, je vais être livré? Alors, effectivement, si le promoteur arrive à me fournir une garantie de remboursement des avances, ne serait-ce que pendant les premières étapes de l'acquisition, je serai dans la confiance et dans la certitude que si, en cas de défaillance du promoteur, je vais récupérer mes billes. Au-delà d'un certain état d'avancement des travaux, notamment vers la fin, s'il y a défaillance du promoteur ou du vendeur, tout simplement, il y a une garantie financière, une garantie d'achèvement. Cette garantie d'achèvement, justement, va permettre à un tiers, à savoir l'assurance et la banque, de financer l'achèvement des travaux. Parce que aujourd'hui, si vous posez la question aux acheteurs et vous leur dites « Qu'est-ce que vous intéresse ?» Est-ce qu'il vous intéresse que vous récupériez vos avances? C'est clair que oui, parce que personne ne veut rien perdre. Mais ce qui les intéresse davantage, c'est de récupérer in fine leurs biens. Et donc si je sais qu'en signant un contrat de réservation suivi
dans les 6 mois par un contrat préliminaire signé devant un notaire et que je les garantis, je suis tranquille, je suis en sécurité et mon notaire me donne toute la documentation me permettant d'avoir tout ce qu'il faut sur la valeur intrinsèque des biens. Alors là, je suis en confiance. Ce qui se passe aujourd'hui ne met pas les gens à l'aise. D'accord? Ils ne savent pas. D'accord? Donc, comme je le disais, l'État ne joue pas son rôle de régulation puisque ce décret ne sort pas et il y a un flou artistique tel qu'on ne sait pas. La VFA, finalement, les gens préfèrent aujourd'hui acheter un bien qui est là, bien en état, et je donnerai la parole tout à l'heure à ma consoeur de Fès, Maître Majida Ktiani, pour pouvoir parler de la vente du bien en état ou du bien existant. Ils préfèrent acheter un bien qui est là. Ils le visitent. Un produit fini. Un produit fini. Voilà, il sait quelle est la qualité de la finition, il sait l'environnement, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un cimetière ou il y a... Donc, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, les gens n'osent pas ou hésitent vraiment à acheter un bien virtuel. Autre garantie, c'est la prénotation. La prénotation, effectivement, comme son nom l'indique, ça permet à un acheteur de sauvegarder ses droits en inscrivant une prénotation sur le titre foncier. Une grande problématique pour les promoteurs, et je peux les comprendre, puisque quand on inscrivait une prénotation, au moment de l'éclatement, on faisait reporter toutes les prénotations sur l'ensemble des titres fonciers d'IVI. Alors après, pour régler le problème, pour payer les charges générées par ce report de la prénotation sur l'ensemble des titres fonciers d'IVI, c'était vraiment une histoire, c'était la croix et la bannière, c'était pas du tout gérable. Et donc les gens ne voulaient pas permettre à leur acheteur d'autoriser leur acheteur à prendre des prénotations. Mais cela ne l'empêchait pas de prendre des prénotations de droit commun. Là, le hic ici dans la nouvelle loi, la 107.12, c'est qu'on ne peut prendre une prénotation qu'à partir du moment qu'on a payé 50% du prix de vente. D'accord? C'est-à-dire vraiment dans un état, quand on a vraiment avancé dans le projet, qu'on peut... Alors on peut se poser la question quel est l'intérêt de cette prénotation. Si on a déjà payé 50% du prix, c'est qu'on est vraiment dans la gueule du lion, excuse-moi le mot. On ne peut rien faire. D'accord? Après, effectivement, il y a eu des aménagements intéressants de la part du législateur. C'est de dire, au moment de l'éclatement, on ne va pas reporter d'office sur l'ensemble du titre, mais chaque prénotation va être inscrite sur le titre d'IVI acquis par le client. Et ce qui règle quand même une question extrêmement importante. Maintenant, si vous permettez, je souhaiterais quand même finir mes propos en vous parlant de cette interférence qui existe entre les lois qui régissent la VFA et la loi sur la protection du consommateur et dans quel point justement il y a cette interdépendance ou cette interférence. D'abord au niveau du droit de l'information. Parce qu'il faut savoir, en tant que fournisseur, promoteur étant défini comme un professionnel qui fournit un produit, qui est un bien immobilier, il est tenu de donner une information, de dire tout ce qu'il sait sur son produit et même ce qu'il ne sait pas, en fournissant à l'acheteur un certain nombre de documents. Le fait de retenir de l'information étant une contravention par rapport aux articles 3 à 12 de la loi sur la 3108 instituant des mesures de protection du consommateur. Il y a également la publicité. Ma foi, la publicité a été un moyen pour induire en erreur des acheteurs. Il y a eu une ruée vers certains promoteurs qui promettaient monts et merveilles. Je donne un exemple, ça m'amuse de dire si vous achetez 2 appartements, vous avez un 3e, achetez par exemple, on reprend votre ancien lieu d'habitation, on vous donne un nouveau. Ouais, tout ça, c'est de la publicité mensongère. Et certains organes de presse et des médias
ont joué un peu le jeu sans vraiment s'assurer de l'intention, la bonne intention de certains promoteurs, et ça a causé vraiment une... Et je m'interroge également sur l'eau de la haka, parce qu'on ne peut pas utiliser les médias pour dire n'importe quoi. Il y a également les clauses abusives. Enfin, c'est quoi des clauses abusives? Ce sont des clauses qui sont insérées dans un contrat et qui créent un déséquilibre significatif entre les deux parties. Normalement, le notaire, je ne parle pas du notaire promoteur, je parle du notaire avec un grand N. Oui. Lui, il est le garant du contrat et le notaire ne permettrait pas l'insertion de clauses, bien au contraire, il faut qu'il lutte contre les clauses abusives. Par exemple, il y a des garanties. La garantie, il y a une garantie d'une année, et la loi sur la protection, il y a une extension à 2 années. On ne peut pas réduire cette garantie par le contrat. C'est jugé comme une clause abusive qui est normalement bannie. Et puis il y a autre chose très importante, et je terminerai mes propos par ça, c'est que la loi 3108, elle a créé une vraie interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de financement. C'est-à-dire qu'au départ, quand on fait un contrat préliminaire, on le fait avec l'intention à un moment donné de demander un financement bancaire. Vous savez qu'il y a un grand problème par rapport au financement des biens en état futur d'achèvement, parce qu'il n'y a aucune banque pour la simple qui finance un bien virtuel. Ils vous disent, attendons d'abord que le promoteur achève, qu'il obtienne son permis d'habiter, qu'il fait son éclatement, produisez-moi une promesse de vente et un certificat de propriété en bonne et due forme du titre foncier divis objet de l'opération pour que moi je finance derrière. C'est-à-dire que pendant la phase de construction, le client, il n'y a que ses fonds propres. Il peut demander des crédits à droite et à gauche, il peut demander des crédits à la famille, mais la banque ne l'accompagne pas. Et ça, c'est un grand problème qu'il faut absolument solutionner. Mais ceci dit, le législateur a eu le mérite de créer cette interdépendance entre la vente et le financement. C'est-à-dire, dans les contrats, on dit tout simplement que la réalisation est conditionnée par l'obtention d'un prêt. Il suffit de le dire. En cas de non-obtention du prêt, l'opération tombe et le promoteur ne peut pas demander dommages et intérêts. Très bien. Ni indemnité de résiliation, ni quoi que ce soit, ce qui est extraordinaire. Oui. Parce que justement, ce n'est pas de sa faute. À partir du moment où il a présenté un dossier de crédit et qu'il y a un refus justifié, le promoteur en face ne pourrait pas réclamer l'indemnité. Après, il y a des choses, deux petites choses pour vraiment terminer, c'est qu'il y a des indemnités. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un promoteur va aller jusqu'au bout? Et qu'est-ce qui fait qu'un acheteur doit également honorer ses engagements de payer? C'est que s'il ne le fait pas dans les délais impartis, il est obligé de payer une sorte de pénalité par rapport aux sommes exigibles. Et donc, s'il ne le fait pas, il doit savoir qu'il est passible, qu'il va être sanctionné. Et donc, il a tout intérêt à respecter l'engagement, des deux côtés. Après, en cas de résiliation de l'opération pour moult raisons, et notamment le non-respect des délais, des qualités, etc., et des indemnités qui varient entre 15 à 20% suivant l'état d'avancement. Jusqu'à la fin des grosses œuvres, c'est 15%. Au-delà, quand on est dans les travaux de finition, c'est 20%, pas 20% du prix de vente, mais 20% des sommes qui sont déjà consignées chez le promoteur. Très bien. Donc, voilà quelques notions par rapport à cette vente en état futur d'achèvement. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Je vous remercie, Maître Bargach, de ces éclairages. C'est vrai que la vente en état futur d'achèvement, il y a beaucoup de problèmes qui l'entourent, ce qui la rend inapplicable. Et maintenant, je m'adresse à Maître Kawthar Hedjiwi pour nous donner aux futurs acquéreurs quelques conseils pour leurs prochaines acquisitions. Alors, je vous remercie. Alors moi, les conseils que je pourrais donner, c'est avant d'acheter un bien, avant de donner de l'argent, allez voir votre notaire. Parce que le notaire va vérifier le titre foncier
Donc, grâce au notaire, on peut savoir, on peut connaître le véritable propriétaire, la superficie du bien. Le notaire va vérifier les autorisations. Donc, il faut aller voir le notaire. Et je m'adresse également aux Marocains qui habitent à l'étranger et qui achètent des biens à l'étranger. Souvent, on entend dire j'ai acheté un appartement pied dans l'eau. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Les gens reviennent vers nous, ils nous appellent, ils sont très déçus. Donc moi, ce que je conseille aux gens qui habitent à l'étranger, d'appeler une personne au Maroc et d'aller visiter le bien avant de donner de l'argent, avant de faire quoi que ce soit, et aussi d'aller voir leur notaire. Donc allez voir le notaire, et si vous signez un contrat de réservation, il faut absolument qu'il y ait le délai de livraison. Il ne faut pas signer un contrat de réservation sans délai, parce que dans ce cas-là, le promoteur peut vous dire c'est 2 ans, 3 ans, et ça peut durer 8 ans, 9 ans. Bien évidemment, quand je dis le promoteur, il y a des promoteurs qui respectent les délais. Il y a des gens qui sont très sérieux. Nous ne sommes pas là en train de dire du mal des promoteurs, mais je dis il faut absolument que le délai soit indiqué dans le contrat de réservation. Ça, c'est un conseil que je donnerai. Très bien. Maître Ktani, vous avez quelque chose à ajouter? Je dirais tout simplement ça en ce qui concerne les biens construits. Si vous allez par contre acquérir un terrain, il vaut mieux qu'il y ait un certificat de propriété. Toujours s'adresser à un notaire avant d'acquérir, avant de donner des avances dans des stands qui sont posés là. Voilà. Maître Bnis. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je vais rebondir sur ce qu'ont dit mon confrère et mes consoeurs par rapport toujours à la VFA. Vous savez, la VFA, elle n'existe pas, elle n'est pas récente au Maroc. Elle est ancienne en Europe et elle est bien pratiquée. Pourquoi? Parce que, comme en l'occurrence le pays voisin qui est la France, on est propriétaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Chose qui ne peut pas être appliquée au Maroc. Donc au Maroc, le système du titre foncier ne permet pas à un propriétaire d'être propriétaire au fur et à mesure. Soit on est propriétaire, soit on n'est pas propriétaire. Donc moi, à mon avis et ma recommandation, ce serait, il faudrait revoir à la loupe cette loi une troisième fois plutôt. Il faut revoir à la loupe une troisième fois parce que la VFA, elle a vu le jour sur la première loi. Et une deuxième loi modificative. Et moi, je pense qu'il faudrait la revoir dans un troisième lieu pour mettre les points sur les i, parce que c'est une loi qui, malheureusement, qui n'est pas praticable du point de vue pratique. Nous, en tant que notaires praticiens du droit, on ne peut pas la pratiquer parce qu'on n'a pas eu la collaboration ou bien la coopération, si je puis dire, des banques qui ne peuvent pas jusqu'à présent, ou bien, si je me permets de dire, très serré, ils n'octroient pas les garanties d'achèvement ou de remboursement. Donc la VFA, qui dit VFA, dit avance, dit achat d'un bien virtuel, dit une garantie. Donc si le consommateur ou bien l'acquéreur, le futur acquéreur n'a pas cette garantie de l'État, qui est de droit, il est en train d'engager une grande responsabilité. Et cette responsabilité, parfois, elle pèse sur le notaire, parce que nous, on donne un maximum de conseils, mais parfois, on ne peut pas être à la merci des poursuites que les parties engagent entre eux, c'est-à-dire entre promoteurs et acquéreurs ou bien consommateurs. Oui, voilà. Oui. Moi, je pense qu'il faut quand même aussi que l'acquéreur s'adresse à la conservation foncière pour s'assurer que le propriétaire est réellement propriétaire du terrain foncier. Ça, c'est le travail du notaire. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, il faudrait venir voir le notaire, car ça, c'est le travail du notaire. C'est très bien. Ça fait partie justement des vérifications nécessaires qu'un notaire doit faire. Et d'autant plus qu'on doit demander de la documentation urbanistique, technique aux promoteurs. Et nous, c'est nous qui demandons pour le client toutes les informations dites légales du promoteur, et on mâche l'information et on lui donne sur un plateau d'or. Maintenant, je profite quand même de ma présence dans cette édition virtuelle parce que le rôle du notaire, effectivement, d'appliquer la loi, mais ça ne se limite pas à l'application de la loi, parce que nous, on a quand même un rôle dans la création des règles juridiques.
Et aujourd'hui, si on voudrait, comment, là je rebondis par rapport à ce que vient de dire mon confrère, comment rendre praticable cette VFA? Moi, je pense qu'il y a deux choses essentielles, fondamentales, sans lesquelles la VFA ne marchera jamais au Maroc. Un, il faut des garanties financières, notamment la garantie financière d'achèvement, parce que c'est ça qui va permettre et donner l'assurance aux consommateurs, aux clients, qu'in fine, ils vont recevoir un bien. Et deuxième chose, il faut des registres publics. Des registres publics veut dire tout simplement des titres fonciers sur lesquels nous allons devoir, et ça c'est l'effort que doit faire la conservation foncière. Je sais qu'ils ont fait des pas géants en matière de digitalisation et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on n'est pas capable de le faire. On peut créer des titres fonciers, même provisoires, sur lesquels on va inscrire des contrats préliminaires. Il faut que ça devienne translatif de propriété. Et qu'on peut également, pour garantir les crédits, parce qu'aujourd'hui c'est un autre problème de financement, on peut inscrire des hypothèques. Et comme il y a la garantie financière d'achèvement, même le conservateur est sûr qu'un jour ou l'autre, il va y avoir achèvement et que le site foncier ne va pas être virtuel lui aussi, mais va correspondre à une matérialité. Voilà, s'il y a une recommandation à faire cette fois-ci au législateur, c'est de sortir les décrets et puis travailler en étroite collaboration avec la conservation foncière pour réformer le DAIR organique sur l'immatriculation, sur les titres fonciers, etc. Exactement. Notamment l'article 65. Très bien, très bien. Je vous remercie de votre présence et de votre disponibilité. Et on vous retrouve toujours dans le cycle de conférences des notaires dans une prochaine thématique.